Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est notre rendez-vous du lundi. On va voir un peu dans le calendrier et aussi d'autres éléments extérieurs qui peuvent impacter notre trading forex. Et donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, je vais commencer rapidement avec quelques éléments de la semaine passée. La semaine passée, on a eu encore des données venant de l'Université de Michigan, les données sur le sentiment des consommateurs. Et donc ici, c'est le sentiment des consommateurs concernant tout ce qui est inflation. Voilà. Comment est-ce que le consommateur voit l'inflation dans 5 ans, dans l'année qui va suivre, et cetera, vous voyez? Donc vous voyez que ça continue à monter, on continue à monter. Et donc vous voyez que le consommateur est toujours aussi pessimiste. J'ai envie de dire que ça devient de plus en plus pire. Voilà. Parce qu'au début, quand même, on voyait que c'était plutôt les démocrates, voilà, qui étaient assez pessimistes au niveau du sentiment au niveau économique aux États-Unis. Mais là, on commence à voir qu'il y a même des républicains. Voilà, qui commence aussi à être pessimiste, ce qui explique, cette dégradation-là au niveau du sentiment des consommateurs de plus en plus au niveau des chiffres d'inflation aux États-Unis. Et donc ici, vous voyez que le consommateur, il s'attend à des données d'inflation, aux alentours de 7 et 5. Vous voyez, ça, c'est exorbitant, c'est aberrant. Est-ce que Powell avait dit lors d'un des derniers FOMC, lors de sa conférence de presse, en fait, on ne peut pas se baser sur le sentiment des consommateurs pour prendre des décisions, mais ça reste quand même un sentiment de consommateur. Ça dit quand même quelque chose, vous voyez? Je disais que c'est quelque chose d'assez logique parce que si dans les médias, on entend tout le temps ça, l'inflation va monter à cause des tarifs douaniers, et cetera, bah, c'est quelque chose qui infuse. Je vous rappelle que ces sondages-là, c'est l'américain lambda qui, voilà, qui répond à ça. Il n'a pas forcément des connaissances en économie, et cetera. Voilà, on veut vraiment le sentiment brut d'un consommateur lambda. Et donc, si partout dans les médias et tout, on entend ça, bah, ça infuse dans l'idée des gens, quoi, tout simplement. Sinon, concrètement, quand on regarde les chiffres d'inflation, on ne voit pas encore ces chiffres-là qui ont flambé, au fait. Vous voyez? Et donc, je voulais commencer par ça. Le sentiment se dégrade toujours au niveau des consommateurs. Quelque chose à prendre en compte, à regarder. Il y a aussi un autre élément qui était très intéressant ce week-end, juste avant la fermeture des marchés. C'est la note que Moody's. Moody's, c'est une agence de notation, je crois, c'est la troisième plus importante au monde, qui a donné, qui a baissé la note des États-Unis. Tout simplement, on passe de la meilleure note, le triple A, à AA. En fait, on se sert de ça pour voir la crédibilité pour prêter à un État. Voilà, parce que, comme vous le savez, les États, ils émettent des obligations, et cetera, vous voyez? Donc, pour venir souscrire à ces obligations, on va regarder les investisseurs étrangers, les fonds de pension, et cetera. On va regarder la notation, voilà, les notations que les grandes maisons de notation octroient à ces pays-là, vous voyez? Et donc le A, le triple A ici, c'est la meilleure note. Et donc quant à ça, bah, on est plus enclin à te prêter que quelqu'un qui a une note plus basse, vous voyez? Et donc c'est un élément, c'est un critère très, très, très important dans les prêts qu'un État reçoit au niveau des investisseurs, et cetera, voilà. Et donc ici, il y a Moody's qui a dégradé la note des États-Unis. On est passé de la meilleure note ici, ça c'est environ 19, hein, 19 sur 20, et cetera. On passe à AA1 avec une perspective stable. Il y a aussi des perspectives. Souvent, on peut dire que la perspective est négative, et cetera, et cetera. Bon, je vous invite à faire des recherches sur ça. Et donc ça, on peut dire que c'est une 17,50. Et donc ça, c'est quand même, un élément à prendre en compte. C'est intéressant à savoir pourquoi, parce que bon, ici, les autres maisons de notation ont dégradé la note des États-Unis, ça fait assez longtemps. Les grosses maisons de notation, notamment SP, S&P et puis, Fitch. Ils ont déjà dégradé. Les États-Unis n'ont pas la meilleure note au sein de ces agences de notation-là. Et donc, c'est au tour de Moody's. On peut dire qu'ils sont en retard dans la fête. Ça fait assez longtemps que la dette américaine augmente et abyssale. Le déficit augmente d'année en année. D'ailleurs, c'est la raison principale, hein, de leur dégradation ici. Vous allez voir justification de la réduction de la note. Depuis plus d'une décennie, voilà, ça fait assez longtemps et c'est maintenant qu'ils agissent. C'est pour ça que je suis assez, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je suis assez surpris de la réaction des marchés. Parce que, parce que bon, ça, tout le monde le savait. C'est un secret de polichinelle, quoi. Tout le monde sait ça. C'est quelque chose qui est su depuis assez longtemps. Donc, mon étonnement, c'est plutôt à ce niveau-là de la réaction des marchés. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Depuis plus d'une décennie, la dette fédérale américaine a fortement augmenté en raison des déficits budgétaires persistants. Voilà. C'est-à-dire au fil des années, au fur et à mesure que les années augmentent, le déficit budgétaire augmente. Normalement, le déficit, c'est autour de 3% du PIB, entre 2 et 3% du PIB maximum dans l'année, vous voyez. Mais aux États-Unis, actuellement, ça tourne entre 6 à 7% du PIB. Et donc, c'est énorme. Normal. Actuellement, la dette publique des États-Unis, c'est plus de 36 milliards. On va voir tout ça sur Trading Economics, vous allez voir. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle ils ont dégradé ça. United States, voilà. On va partir ici. Je vais vous montrer Government Debt.
Voilà, en avril, les dernières données en avril ici, vous voyez ça, c'est sur Trading Economics. Vous voyez qu'ici, la dette publique des États-Unis, 36,2 milliards de dollars. Voilà. Vous voyez que depuis toutes ces années-là, ça ne fait que grandir, grandir, grandir. Là, on est toujours sur une trajectoire de croissance, hein. Et donc ici, voilà, vous voyez, Moody's, ils sont passés à 1. Ils sont passés à 1. Au niveau de SP, je parlais de l'SP tout à l'heure, ils sont à A+. A+, c'est pas triple A. Et donc ça, c'était un élément intéressant qu'on a eu durant ce week-end. Ça parlait de ça un peu partout. Vous allez voir même sur Financial Juice. En fait, moi, mon étonnement par rapport à ça, c'est la réaction du marché. Parce que vous allez voir que sur la journée, tous ces actifs américains, ça a quand même un peu chuté. C'est pas énorme, c'est normal, c'est quelque chose qui est su, mais ça a quand même un peu chuté. Sur Financial Juice, même, vous allez voir ça. C'est marqué ici que les obligations, les actions et le dollar américain ont chuté après que Moody's a abaissé la note maximale du gouvernement. Et donc, en gros, c'est quoi? Donc, comme je disais tout à l'heure, on dégrade ta note, c'est pas énorme, hein, voilà, en gros, on passe d'un 19 à 17,58, mais on a quand même dégradé. Et donc, quand c'est comme ça, il y a une aversion pour prêter. Voilà, il y a une aversion pour prêter. C'est minime, voilà, on va pas se la dégradation est minime, voilà, c'est pas ça qui va faire que on va se dire que, bon, on va plus prêter aux États-Unis. Et donc, quand c'est comme ça, là, je parle de la théorie, on ne veut plus prêter, c'est-à-dire acheter d'obligations américaines. Et donc, quand c'est comme ça, les obligations vont chuter et donc inversement, les rendements vont augmenter. Et donc, vous allez voir sur la journée, l'ouverture du marché, il y a le dollar qui a, le dollar, il a plutôt un peu chuté, voilà. Là, il est en train de reprendre un peu de couleur, mais franchement, je suis étonné par rapport à ça. Vous allez voir le rendement à 10 ans ici. Il avait plutôt progressé, mais là, là, c'est un niveau technique assez important quand même. Et donc, c'est logique ce genre de réaction-là. Mais je vais mettre plutôt les obligations à 10 ans, vous allez voir ça. Vous allez voir ça que voilà, vous allez voir que on a eu quand même, voilà, mais aujourd'hui aujourd'hui est le 19, on a eu quand même une chute comme ça, on a fait un nouveau plus bas ici. Là, ça se reprend un peu. Je suis plutôt en accord avec ce mouvement-là parce que bon, c'est pas comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de dramatique, de nouveau, voilà. Et donc, je suis plutôt en accord avec cette petite reprise-là. Donc, c'est pareil aussi pour les rendements à long terme. Et donc, quand c'est comme ça, on est plutôt dans un climat d'actifs risqués qui peut performer, notamment le Bitcoin ici. Et donc, il y a une graphique que je voulais vous montrer concernant le Bitcoin. Vous allez voir qu'il est assez corrélé ici au rendement. À 30 ans aux États-Unis, ce qui est assez logique, c'est un peu logique. Je vais écrire un article cette semaine pour parler de Bitcoin et d'actifs risqués parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Vous voyez que c'est assez corrélé quand même, vous voyez, le Bitcoin et puis les rendements à 30 ans ici. Ça, c'est plutôt la partie longue des taux d'intérêt. Le rendement à 30 ans. C'est logique, pourquoi? Parce que si tu as les rendements qui augmentent, ça veut dire que les obligations sont vendues, donc il y a plus de liquidité pour injecter ça dans les actifs risqués. Dans vos corrélations, ceux qui tradent le Bitcoin, ici je parle du Bitcoin en tant qu'actif risqué. Présentement, il y a assez quand même de signaux haussiers, voilà, pour tout ce qui est pour le Bitcoin. Et donc, vous pouvez nous rejoindre. Ça, je vais détailler ça plutôt dans un article du FS Swing Trader que je vais écrire cette semaine pour les membres, pour les abonnés tout simplement. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc ça, c'était par rapport aux news qu'on a eues intéressantes durant ce week-end. Je voulais revenir sur ça rapidement. Et donc maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet avec le calendrier. À noter aussi que l'épisode tarif est toujours d'actualité. Présentement, on est dans une pause de 90 jours. On est dans deux pauses même de 90 jours. La pause de 90 jours par rapport à tous les pays, qui prend fin normalement le 9 juillet, je crois. Et aussi la pause avec la Chine de 90 jours aussi pour les négociations et tout. Et donc là, on est plutôt entre 2 eaux, voilà. On ne doit pas forcément s'attendre à de grosses news, à part les histoires, à part les news de négociations et tout. Et donc, c'est important d'avoir aussi ça en tête. Alors aujourd'hui, lundi, on n'a pas quelque chose d'intéressant. On a plutôt eu des membres de la fête qui se sont exprimés. J'ai très bien aimé la prise de parole de Bostic. Voilà, je ne vais pas parler de ça ici. Je vous invite à le voir. Tout est dispo sur Financial Juice. Ce qui serait intéressant aussi à voir, c'est plutôt la prise de parole de Schlegel, le président de la SNB, la Banque centrale de Suisse. Et voilà, c'est souvent à 16h30 GMT. Ça serait intéressant de regarder par rapport au franc suisse parce que la semaine passée, j'en ai parlé dans la communauté privée des membres de la formation la semaine passée. Il a dit que la Suisse n'est pas un pays qui manipule sa monnaie. Ça, c'est plutôt une accusation des Américains. Les Américains, ils aiment bien accuser la Suisse d'être manipulateur de devises, des manipulateurs de devises et tout. Mais bon, je suis pas forcément d'accord parce que si vous connaissez un peu bien la SNB,
En fait, le but, c'est d'utiliser leur monnaie pour gérer, au fait, tout ce qui est métrique macro. Vous voyez, ils utilisent beaucoup quand vous partez même sur le site de la SNB, c'est marqué en grand comme ça. Le moyen par excellence par lequel ils passent pour gérer tout ce qui est macro, c'est à travers la devise, voilà et donc je suis pas tout à fait d'accord avec, les États-Unis. Donc ici, le président, il a plutôt, rappelé ça et donc ici aussi, il a dit: Nous avons seulement agi pour atténuer la surévaluation du franc qui menaçait la stabilité des prix. Parce que comme vous le savez, avec l'épisode tarifaire et tout, il y avait un gros sentiment risk-off sur les marchés, donc le franc suisse s'appréciait de fou. Je vais vous montrer ça. Voilà, depuis le début, le franc suisse s'appréciait de fou et donc au sein du marché, il y a commencé à avoir des avis, voilà, on commençait à soupçonner le fait que forcément, à un certain moment, la banque centrale va intervenir, quoi. Parce que, en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à ce genre de conclusion? Parce que déjà, sans connaissant les pratiques de la SNB, voilà, elle joue beaucoup sur les réserves de devises étrangères, elle agit beaucoup. Voilà, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est leur rôle principal pour agir au fait sur tout ce qui est macro, la stabilité des prix, inflation, etc. Vous voyez? Et donc, c'est quelque chose auquel on s'attendait. Voilà, on s'attendait à ça. Soit on veut intervenir sur le FX ou baisser les taux, mais c'était largement attendu le fait qu'il allait baisser les taux. Et donc moi, j'en avais parlé ici dans un article avant ça. Je disais que concernant la vente CHF Yen, j'avais pris une vente. J'ai constaté que ce matin, parce que quand ils interviennent, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est que il y aura un mouvement assez aléatoire, bizarre. On va trouver ça bizarre par rapport aux autres devises. C'est-à-dire qu'on peut être dans un fort sentiment risk-off pendant que le yen chute et gravement, vous voyez? Donc c'est quelque chose qui montre alors qu'il y a pas il y a pas de news particulièrement, importantes par rapport à ça et donc c'est quelque chose que j'avais constaté ce jour-là, et généralement on va observer ce mouvement-là sur plusieurs jours, vous voyez? Et donc je disais que j'ai juste constaté que ce matin aux alentours, de 7 heures 8 heures GMT, il y avait un fort mouvement de baisse sur le CHF, alors que le yen performait, voilà. Donc j'avais donc pensé à une intervention de la SNB parce que la veille, on avait l'inflation suisse qui était tombée à 0%. L'inflation qui tombe à 0%, l'élément principal majeur depuis l'année passée, c'était la force du franc suisse. Et donc, c'est pour ça que depuis l'année passée, on s'attendait à ce que la Banque centrale intervienne pour vraiment réguler la force du CHF. Et donc, il y avait beaucoup d'éléments qui laissaient croire qu'elle avait intervenu. Voilà. Et donc, c'était la raison de mon entrée en position ici. Et donc ici, je pense que c'est une validation de ce que j'avais dit dans l'analyse, dans l'article. Nous avons seulement agi pour atténuer la surévaluation du franc. Et donc, je pense que c'est ce jour-là principalement. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le FF Swing Trader, ça vous permet d'être à jour de ce qui se passe, avec les articles pour mettre à jour, pour proposer certaines positions, etc. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le deuxième lien en description. Et donc, c'est ce qui fait qu'ici, sa prise de parole sera intéressante. On va voir ce qu'il a dit tout simplement. Alors, on ne sait pas ce qu'il va dire d'avance. On va voir ce qu'il a dit. On va voir ce qu'il a dit. Et donc, ça, c'est un truc à suivre. Ensuite, demain très tôt, 5h30 GMT, on aura la décision du taux. Non, à 6h30, à 4h30 GMT, on aura la décision du taux de la Banque centrale d'Australie. Alors ici, c'est très, très, très intéressant ce qui se passe présentement. Pourquoi? Parce que présentement, si vous regardez au niveau des taux d'intérêt ici, ce qui est price, le marché price déjà les 25 points de base. Et donc ici, il n'y a pas de surprise. Mais ce qui est bizarre, c'est que je lisais, j'ai beaucoup lu le papier par rapport à ça. Et donc ici, il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que la Banque centrale doit maintenir les taux. L'argument principal, c'est que les derniers chiffres d'emploi en Australie, c'était ultra robuste. Vous pouvez pas y voir ça sur Trading Economics, c'était ultra, ultra robuste. Alors que l'inflation on n'a pas fait le plus bas, quoi. On est toujours dans le target, voilà, mais on traîne, on ne fait pas le plus bas. Il y a ceux qui pensent que la banque centrale doit baisser, voilà. Ça, c'est ce qui est attendu ici. De grosses chances d'avoir une belle surprise ici. Soit elle va baisser les taux et le discours sera, voilà, sera plutôt hawkish, donc on aura un hawkish 4, baisse du taux pendant que la devise monte. Ici aussi, le risque qu'elle maintienne les taux, ça existe aussi. Vous voyez, donc dans ce cas, la devise va ultra monter. C'est tout parce que ici il y aura du pricing out. Donc ça sera très, très, très intéressant à regarder. Évidemment, je serai réveillé pour ça. On va en parler un peu mieux de la communauté privée des membres de la formation. Et une heure après, on aura la prise de parole de la gouverneure. C'est toujours intéressant généralement, on a toujours du mouvement lors de sa prise de parole. Donc ça aussi, c'est un truc à regarder. Après ça, on aura l'inflation au Canada. Alors, ici au Canada, on va regarder déjà comment est-ce que le marché est positionné au niveau des taux d'intérêt. Si le marché est à mi-chemin, c'est toujours à mi-chemin, c'est comme la semaine passée, je crois. Si le marché ne sait pas ce que la Banque centrale va faire prochainement,
Et donc ici, il y a 2 cas. Si l'inflation sort à la hausse, si l'inflation sort plus que ce qui est prévu, pricing out. Si l'inflation sort plus bas, on peut complètement pricer ici les 25, voilà. Et donc c'est asymétrique, voilà. C'est en fonction de ce qui va sortir. Mais au niveau des données du CFTC, il faut dire que le cadre est toujours en surachat. Et donc si tu as des données qui sortent plutôt négatifs, ici le mouvement peut être plus violent que si tu as des données qui sortent plutôt positifs. Donc je vais pas m'attarder sur ça. Après, qu'est-ce qu'on aura? Je parle seulement des éléments intéressants. On aura d'autres membres de la Fed qui vont s'exprimer, ça aussi, ça va regarder. Il y aura aussi l'inflation le 21 en Grande-Bretagne. Alors, au niveau de la Grande-Bretagne, vous voyez qu'ici, l'inflation, globalement, on s'attend à ce que ça monte en feu, au fait. Principalement l'inflation des services ici. Pourquoi l'inflation ici en Grande-Bretagne, c'est toujours assez élevé? Je partageais un article par rapport à ça, voilà, ici, dans la communauté privée des mondes de l'information. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un article de Goldman Sachs par rapport à ça, qui explique très bien pourquoi l'inflation est toujours aussi élevée ici en Grande-Bretagne, voilà. Et donc, pourquoi c'est le cas? C'est globalement à cause des données d'emploi. Il y a aussi un membre de la BOE qui l'a exprimé la semaine surpassée ou passée, je crois. C'est globalement pour cette raison. On va voir ça tout à l'heure. Je vais vous montrer les données ici d'emploi au niveau des UK, plus précisément les salaires. Voilà, là, on est sur Trading Economics, Jobless Rate. Voilà. Je vais vous montrer les données du salaire. Vous allez voir que toutes les données du salaire sont à la hausse. Parce que au UK, c'est parce qu'au UK, c'est une économie beaucoup basée sur les services et donc quand tu as les salaires qui continuent à grimper et qui sont toujours hauts, tu as de plus en plus de demandes au niveau des services, ce qui alimente l'inflation. Oui, c'est pour ça que l'inflation des services est toujours assez haut. Donc, vous voyez qu'ici, depuis l'année passée, on voyait qu'il y avait une grosse chute, mais il y a une réaccélération des salaires. Ici, ce sont les salaires avec sans les bonus ici, vous voyez, excluding bonuses. Et donc, si on prend les salaires incluant les bonus, c'est la même tendance. On avait une baisse ici, et là, depuis août de l'année passée, il y a une réaccélération. Et donc, en partie, globalement, grossièrement, c'est pour les salaires, au fait, que tu as l'inflation qui est assez persistante, vous voyez? Parce que les gens ont de l'argent, voilà, pour demander les services, etc. Et donc, c'est globalement pour ça. C'est pour ça qu'ici encore, le marché s'attend à ce que l'inflation monte ici. Donc, ça, pour le GBP, c'est positif. La semaine passée, encore, on a eu des chiffres de croissance plutôt positifs au niveau de la Grande-Bretagne. Donc tout ça, c'est supportif pour le GBP. Et donc ici, le gros risque, évidemment, c'est si ça sort à la baisse. Voilà. Si ça sort à la baisse, c'est une douche froide. Et donc, voilà, et on peut avoir de bons mouvements à la baisse sur le GBP dans ce cas-là. On aura aussi les chiffres PMI ici, en Europe. Voilà, ça peut être intéressant. D'autant plus que ce sont les premières estimations. C'est toujours intéressant d'ailleurs. Donc ça, on va suivre ça en détail. On aura aussi des chiffres PMI, voilà, en Grande-Bretagne. Intéressant à voir pour voir si ça s'inscrit dans les dernières données qu'on a eues. Vous voyez qu'ici, le marché s'attend à ce que tout sorte positif, hein, voilà, à la hausse. Après, il y a des membres de banque centrale qui s'expriment, hein, voilà. On aura les minutes de la Banque centrale d'Europe ici, on va voir ça. On aura des données d'emploi aux États-Unis. Je vous rappelle, on est en train de scruter ça pour voir s'il y a des signes d'impact tarifaire. Et donc ici, le marché va scruter ça. Ce sont des données d'emploi, c'est intéressant. Et donc, après ça, on aura des données ici du Tokyo. On aura aussi des données du Japon. Voilà, ici, je vous rappelle que les données du Japon, ça suit quasi à 100% les données de Tokyo, hein. Donc ici, pour avoir une idée de ce qu'on aura ici, regardez juste les données du Tokyo qu'on a eu. On a les données de Tokyo, on a les données du Japon globalement. Après ça, on a aussi les données de vente au détail ici en Grande-Bretagne. Et donc cette semaine, on aura beaucoup de données venant de la Grande-Bretagne. Ça sera intéressant pour voir le biais sur lequel on peut surfer au niveau de la Grande-Bretagne. Donc, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les deux liens sont en description, soit le F Trader, soit la formation pour progression fondable tout simplement. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on se dit à très bientôt.